Une mallette de 5 milliards de francs CFA arrive à Ouagadougou. Plus l'ingérence prétend rester invisible, plus elle expose une mécanique préparée de longue date qui sonde des loyautés, brouille des hiérarchies et installe, par l'argent et des messages chiffrés, une fragilité exploitable dans l'appareil sécuritaire. Que doit comprendre chacun lorsque cette opération vise la souveraineté que protège Ibrahim Traoré, si la saisie d'une valise n'est que la surface d'un réseau capable de déplacer des récits, de détourner des chaînes de commandement et de tester le point de rupture d'un État déjà sous pression? L'équilibre réel commence à basculer. Comprendre cette affaire ne revient pas à suivre un simple fait divers sécuritaire, mais à décrypter une mécanique précise par laquelle une tentative furtive devient une menace structurelle. L'enjeu est assez clair. Savoir reconnaître comment l'argent, les récits calibrés et des relais régionaux peuvent tester, sans bruit, les limites institutionnelles d'un État déjà sous pression. Pour le lecteur, le bénéfice est immédiat. Disposer en quelques minutes d'une grille de lecture lucide pour distinguer l'incident isolé de la stratégie d'influence et mesurer ce qui est réellement en jeu lorsque la souveraineté est mise à l'épreuve. Cette analyse promet d'aller au-delà de la saisie d'une mallette. Elle montre comment une opération apparemment discrète révèle une architecture d'ingérence plus large, capable de remodeler des chaînes de commandement, de détourner des loyautés ciblées et d'installer un doute durable. Chaque étape éclaire les leviers utilisés, les failles recherchées et les raisons pour lesquelles certaines tentatives échouent tandis que d'autres laissent des traces profondes. Une question guide la suite: comment une manœuvre silencieuse peut-elle produire des effets bien plus vastes que son point de départ apparent? 5 milliards de francs CFA exactement. Cette précision, loin d'être anodine, révèle d'emblée une opération préparée, calibrée et pensée bien en amont, plutôt qu'un geste improvisé ou marginal. Elle indique un seuil psychologique autant qu'un levier financier, conçu pour tester des fidélités ciblées et mesurer la résistance réelle de l'appareil sécuritaire. À partir de ce point, l'enquête change de nature. Les autorités ne cherchent plus seulement à identifier un porteur de mallette, mais à comprendre la logique qui l'a conduit jusqu'au cœur de Ouagadougou. Les premiers éléments relient que les déplacements de l'intermédiaire à des relais régionaux, à des structures présentées comme humanitaires et à des capitales voisines servant de plaques tournantes financières. Cette reconstitution patiente met en lumière une stratégie déjà observée dans le Sahel: approcher sans brusquer, tester sans exposer, puis ajuster le discours en fonction des réactions. Dans ce contexte, la ligne fixée par Ibrahim Traoré devient déterminante. Plutôt qu'une arrestation immédiate, il privilégie l'observation silencieuse, laissant l'ingérence dévoiler sa propre architecture. Cette décision transforme l'opération étrangère en terrain contrôlé. Chaque rencontre discrète, chaque message chiffré, chaque promesse formulée enrichit une cartographie des acteurs impliqués et des leviers mobilisés. Les soldats approchés jouent alors un rôle central. Habitués aux zones instables du Nord, ils perçoivent rapidement que l'offre financière n'est pas une aide, mais un instrument psychologique destiné à fissurer les hiérarchies internes. En feignant l'hésitation, ils permettent de remonter les fils: numéros cryptés, lieux neutres, intermédiaires secondaires. L'enjeu dépasse la somme saisie. Il s'agit de comprendre jusqu'où un réseau extérieur peut aller lorsqu'il identifie une seule brèche exploitable. C'est cette question, plus large que l'événement initial, qui commence à redéfinir toute la lecture de l'affaire. Au cœur de cette phase initiale, un petit groupe de soldats devient le fil conducteur permettant de lire une opération beaucoup plus vaste que prévu. Leur rôle n'est pas celui d'agents spécialisés dans le renseignement, mais celui d'hommes de terrain, formés par des années passées dans des zones instables où la méfiance conditionne la survie. Cette expérience façonne leur perception immédiate. La proposition qui leur est faite n'a rien d'une aide ponctuelle, elle cherche à installer un doute calculé. Lors d'un premier rendez-vous discret dans un café de la capitale, l'intermédiaire étranger avance l'idée d'une transition maîtrisée, présentée comme une simple évolution politique. Le vocabulaire est soigneusement choisi, les promesses formulées avec précision, les attentes clairement hiérarchisées. Pour les soldats, ces signaux suffisent à confirmer qu'il s'agit d'un test, destiné à évaluer leur seuil de résistance plus qu'à conclure un accord immédiat. Un second officier, chargé de transmettre les informations collectées, décrit une mise en scène méthodique: lieu neutre, messages chiffrés, délais imposés pour créer une pression psychologique subtile. À mesure que ces éléments sont recoupés, les enquêteurs constatent que l'objectif n'est pas l'adhésion massive, mais l'ouverture d'une seule brèche capable d'entraîner un effet d'entraînement.
Ces premiers impacts apparaissent rapidement. Une tension diffuse s'installe, non visible à l'extérieur, mais perceptible dans certaines unités. En documentant chaque échange, les soldats transforment cette pression invisible en matériaux d'analyse, révélant que la véritable cible n'est pas un individu, mais la cohésion même de la chaîne de commandement. Le constat devient limpide. Une vigilance précoce peut neutraliser une mécanique avant qu'elle ne prenne de l'ampleur. Tout commence par un signal faible, presque anodin. Une rumeur circule dans certains cercles militaires d'Ouagadougou, évoquant un étranger aux manières impeccables qui parle de soutien discret et de réorganisation sans heurts. Avant cet instant, les tensions existent mais restent diffuses, fragmentées, sans point de convergence clair. Après ce premier contact, la perception change. La démarche paraît trop structurée, trop précise pour être isolée. Le déclencheur est là, dans ce décalage entre le ton feutré et l'ambition réelle. La montée s'opère ensuite par une série de rencontres minutieusement chorégraphiées. Cafés discrets, parking neutre, salons d'hôtel fréquentés par des expatriés deviennent des espaces de négociation implicites. L'intermédiaire répète un scénario éprouvé, flatter l'importance stratégique de certains officiers, évoquer des soutiens financiers conséquents, insister sur la nécessité d'une transition douce qui préserverait la stabilité, tout en reconfigurant subtilement les chaînes de commandement. Chaque échange ajoute une couche à l'argumentaire, affine les attentes et teste les réactions. Les soldats burkinabés, suivant les consignes, feignent l'hésitation, demandent des précisions, réclament du temps. Pendant ce temps, l'appareil sécuritaire observe. Les déplacements sont suivis, les communications chiffrées recensées, les noms et numéros progressivement reliés. La stratégie voulue par Ibrahim Traoré prend ici toute sa dimension. Laisser l'ingérence se déployer suffisamment pour en révéler la structure, sans lui permettre de produire des effets irréversibles. Ce qui devait être une opération d'influence se transforme en source d'information. La montée atteint un point critique lorsque l'intermédiaire évoque une échéance précise, un moment où tout doit s'enclencher. À cet instant, les indices convergent. La bascule intervient avec l'annonce de l'arrivée imminente des fonds, la promesse abstraite devient une réalité tangible. Le jour convenu, dans un hôtel du centre-ville, l'intermédiaire arrive avec une mallette lourde, symbole matériel d'une tentative de captation des loyautés. Il pense conclure une transaction décisive, ignorant que le dispositif est déjà en place. Dans une pièce voisine, une unité spécialisée attend le signal convenu. Lorsque la phrase codée est sur les prononcés, l'intervention se déclenche, rapide et sans heurts. En quelques secondes, l'opération bascule. L'argent est saisi, l'intermédiaire neutralisé, les preuves sécurisées. Aucun affrontement, aucune démonstration de force inutile. Ce moment marque la fin d'une séquence et le début d'une autre. Ce qui était pensé comme une manœuvre discrète devient un révélateur public d'une ingérence structurée. L'événement, bref en apparence, concentre en réalité des semaines d'observation et de préparation. La dérivée de ces événements est claire. Une tentative silencieuse peut être retournée si elle est comprise à temps, mais elle révèle aussi la persistance de mécanismes capables de s'adapter et de revenir par d'autres voies. Le premier indicateur chiffré fixe le point zéro de l'analyse. Les flux financiers. Avant l'opération révélée, les mouvements de fonds associés à certaines structures dites humanitaires restaient marginaux et irréguliers. Après recoupement, l'enquête met en évidence un déplacement net. Plus de 5 milliards de francs CFA ont transité sur une période courte, concentrée sur quelques semaines, via des comptes servant de façade respectable. Ce basculement quantitatif signale une préparation méthodique. La somme n'est pas seulement élevée, elle est calibrée pour franchir un seuil psychologique précis, suffisant pour tester des loyautés sans déclencher immédiatement d'alerte publique. Le deuxième indicateur concerne la communication. Avant juillet, les échanges entre les relais identifiés restent sporadiques et peu structurés. Puis la dynamique change. En moins de 3 semaines, plusieurs dizaines de communications chiffrées sont détectées, concentrées dans des fenêtres temporelles très resserrées. Cette accélération n'est pas aléatoire. Elle coïncide avec des tentatives de pression observées dans certaines zones sensibles du pays. Le delta est clair. D'une coordination diffuse, le réseau passe à une synchronisation active, ajustant ses messages en fonction des signaux remontés du terrain. Ce rythme révèle une architecture capable de piloter une opération à distance sans exposition directe. Le troisième indicateur mesure la réaction interne.
Avant la saisie de la mallette, l'opinion publique reste fragmentée, marquée par une méfiance diffuse envers les institutions. Après la révélation, un changement brutal s'opère. En 48 heures, plus d'1 million de messages de soutien circulent sur les réseaux sociaux nationaux. Ce volume, inhabituel par son ampleur et sa rapidité, devient en soi un fait mesurable. Il indique que l'affaire est perçue non comme un incident isolé, mais comme une atteinte directe à la souveraineté collective. Cette mobilisation transforme l'environnement narratif, rendant plus difficile toute tentative ultérieure de banalisation. Pris ensemble, ces trois blocs chiffrés dessinent une mécanique cohérente. L'argent sert à ouvrir la porte, la communication à coordonner, et le récit à tenter de normaliser l'ingérence. En commentant ces éléments, Ibrahim Traoré insiste sur un point central. La conflictualité contemporaine ne se limite plus aux affrontements visibles. Elle se déploie dans des flux, des signaux et des perceptions mesurables mais souvent négligées. Ces chiffres ne racontent pas tout, mais ils suffisent à transformer une intuition en structure lisible. Ils montrent comment une opération discrète franchit un seuil critique et pourquoi son échec tient autant à la vigilance qu'à la capacité de documenter chaque déplacement. Reste une interrogation ouverte. Combien de dynamiques similaires échappent encore à cette grille de lecture lorsqu'aucun chiffre ne vient les révéler? Après la révélation de l'opération déjouée, le débat se structure et rapidement autour de deux lectures antagonistes. La première, portée par certains experts internationaux et des chancelleries occidentales, avance un argument de prudence. Selon eux, rompre trop brutalement avec des partenaires historiques exposerait le pays à des risques accrus. Les aides suspendues, les financements conditionnels et les programmes conjoints, même imparfaits, resteraient des amortisseurs essentiels dans un environnement déjà instable. Dans cette perspective, l'ingérence révélée serait une dérive regrettable mais isolée, qui ne devrait pas conduire à une remise en cause profonde des alliances existantes. L'idée centrale est simple. Sans marge budgétaire suffisante, l'isolement deviendrait un facteur de fragilisation supplémentaire. Face à cette thèse, une seconde école de pensée défend une lecture inverse. Pour plusieurs chercheurs africains et analystes régionaux, l'épisode de la mallette n'est pas une anomalie, mais le symptôme visible d'un rapport de force déséquilibré. Ils soutiennent que certaines formes d'assistance présentées comme stabilisatrices créent en réalité des dépendances structurelles. Ces dépendances ouvrent mécaniquement des espaces d'ingérence où l'argent et les récits deviennent des leviers de pression. Dans cette optique, accepter le statu quo reviendrait à institutionnaliser une vulnérabilité permanente. Pour départager ces deux positions, les données issues de l'enquête apportent un éclairage concret. Malgré la suspension de certains programmes, plusieurs indicateurs internes montrent une capacité d'adaptation réelle. La progression mesurée de la production aurifère et l'augmentation des recettes fiscales minières indiquent que des marges existent lorsque les ressources sont renégociées et mieux administrées. Ces éléments ne nient pas les risques d'une rupture, mais ils contredisent l'idée selon laquelle toute autonomie serait synonyme d'effondrement. La réponse étayée se situe ainsi entre idéologie et pragmatisme. Les chiffres suggèrent que la stabilité ne dépend pas uniquement de partenariats extérieurs, mais aussi de la capacité interne à réduire les zones exploitables par l'ingérence. La question devient alors moins celle du choix d'un camp que celle de la maîtrise des leviers réels. La publication partielle des conclusions, jusque-là confinées au cercle décisionnel, transforme l'affaire en point de rupture nationale. Les transferts occultes, les communications chiffrées et les relais régionaux cessent d'être des éléments techniques réservés aux enquêteurs. Ils deviennent une démonstration intelligible pour le public, révélant qu'il ne s'agissait pas d'un simple épisode, mais d'un système pensé pour agir dans la durée. Ce changement de statut modifie profondément la lecture collective des événements. Dans ce contexte, la prise de parole mesurée d'Ibrahim Traoré joue un rôle structurant. En qualifiant l'opération de guerre invisible, il déplace le regard. La menace n'est plus perçue comme un acte ponctuel, mais comme un mode d'action contemporain, mené par des flux financiers, des récits calibrés et des signaux discrets plutôt que par des affrontements ouverts. Cette formulation agit comme un révélateur. Elle relie des faits dispersés en une logique cohérente. La révélation centrale tient alors en une idée simple mais lourde de conséquences. La mallette n'était qu'un symptôme. Le véritable enjeu réside dans les mécanismes parallèles qui, depuis des années, testent les limites institutionnelles sans se montrer.
À partir de ce point médian, l'affaire change définitivement de nature. Elle cesse d'être un complot déjoué pour devenir un cas d'école, obligeant à repenser la vigilance comme une discipline permanente plutôt qu'une réaction ponctuelle. Les effets de l'opération déjouée ne se limitent pas à l'arrestation d'un intermédiaire. Ils se déploient simultanément dans 4 sphères de clés, révélant que l'événement agit comme un accélérateur de transformation déjà latente. Cette diffusion explique pourquoi l'affaire dépasse le cadre sécuritaire pour devenir un marqueur politique et social durable, sous l'autorité assumée d'Ibrahim Traoré. Au niveau de l'État, la conséquence la plus immédiate concerne la cohésion institutionnelle. La mise au jour de la tentative d'ingérence clarifie les lignes de responsabilité et réduit les zones grises. Les forces de sécurité, longtemps exposées à une méfiance diffuse, voient leur crédibilité renforcée par la précision de l'opération et la solidité des preuves présentées. Cette dynamique se traduit par une discipline interne plus affirmée et par une remontée plus rapide des signaux faibles. La loyauté cesse d'être une abstraction morale pour devenir un facteur opérationnel mesurable. Sur le plan économique, l'affaire agit comme un révélateur de vulnérabilité structurelle. Les flux occultes identifiés accélèrent la décision de revoir certains cadres contractuels, notamment dans le secteur minier. La renégociation de plusieurs accords permet une augmentation tangible des recettes nationales, redirigées vers des projets d'infrastructures et de services de base. Cette réorientation montre que l'autonomie économique n'est pas un slogan, mais une trajectoire conditionnée par la capacité à fermer les canaux d'influence financière dissimulés. Dans la sphère sociale, l'impact se manifeste par une mobilisation inhabituelle. La diffusion des informations suscite un débat intense dans les radios communautaires, les associations et les milieux éducatifs. Le récit dominant évolue. La menace n'est plus perçue uniquement comme externe ou armée, mais comme diffuse et silencieuse. Cette prise de conscience favorise l'émergence d'initiatives citoyennes axées sur la vigilance, la transparence et la participation civique. Le sentiment d'appartenance se renforce, non par injonction, mais par compréhension partagée des enjeux. Enfin, à l'échelle régionale et internationale, l'épisode redessine les rapports de force. Dans le Sahel, plusieurs États observent l'opération comme un précédent démontrant qu'un réseau d'ingérence peut être identifié et neutralisé sans rupture ouverte. Certaines chancelleries adoptent une posture prudente, oscillant entre contestation discrète et silence stratégique. La position d'Ibrahim Traoré, ferme sans être provocatrice, installe un nouveau cadre de dialogue fondé sur l'autonomie décisionnelle. Le Burkina Faso apparaît moins comme un terrain vulnérable que comme un acteur conscient de ses leviers. Ces 4 ensembles de conséquences convergent vers un même constat. L'événement initial agit comme un point d'inflexion, révélant que la vigilance institutionnelle, économique, sociale et régionale constitue désormais une condition centrale de la stabilité. À partir des dynamiques enclenchées après l'opération déjouée, 3 trajectoires plausibles se dessinent pour les mois à venir. Elles ne relèvent ni de la spéculation pure ni d'une projection idéologique, mais d'une lecture conditionnelle des leviers déjà visibles et des vulnérabilités persistantes. Dans une trajectoire d'équilibre, la consolidation institutionnelle se poursuit sans rupture majeure. Les contrôles financiers renforcés réduisent les canaux d'ingérence les plus visibles, tandis que la chaîne de commandement gagne en clarté. La coopération régionale progresse de manière pragmatique, sans accélération spectaculaire. Les pressions extérieures demeurent, mais elles sont mieux anticipées et gérées. Cette stabilité s'améliore lentement, au prix d'une vigilance constante et d'arbitrage parfois contraints. Elle suppose que les signaux faibles continuent d'être détectés avant de produire des effets cumulatifs. Dans une trajectoire favorable, la dynamique régionale s'intensifie. Une coordination accrue avec les partenaires sahéliens permet de mutualiser la veille sécuritaire et économique, réduisant l'asymétrie d'informations exploitée par les réseaux d'ingérence. Les réformes internes produisent des résultats plus rapides qu'anticipés, notamment grâce à une meilleure administration des ressources stratégiques. L'attractivité d'investissements alignés sur des priorités souveraines augmente, limitant la dépendance aux conditionnalités extérieures. Dans ce cadre, la position d'Ibrahim Traoré se trouve consolidée par des résultats tangibles, ce qui renforce la crédibilité du cap choisi sans provoquer d'escalade diplomatique. Enfin, une trajectoire de tension envisage une adaptation des réseaux d'ingérence. Face au contrôle renforcé, ils déplacent leurs actions vers des terrains moins visibles, campagne de désinformation, pression économique indirecte, tentative de fragmentation sociale.
Une contraction économique ou un choc sécuritaire pourrait alors rouvrir des brèches. La stabilité apparente masquerait une érosion progressive de la cohésion, rendant les réponses plus coûteuses et tardives. Plutôt que de prédire, l'enjeu est de raisonner en condition. Identifier ce qui est maîtrisable, ce qui reste vulnérable, et ajuster en continu les priorités constitue la seule discipline stratégique viable dans un environnement instable. Au-delà des institutions et des équilibres régionaux, les effets de l'affaire se traduisent aussi à l'échelle des parcours individuels. Selon leur position sociale et leur environnement quotidien, les citoyens interprètent les événements à travers des prismes différents, mais convergent dans leurs implications. Pour les habitants des centres urbains, l'impact se manifeste d'abord par une redéfinition du débat public. Les discussions dans les écoles, les radios communautaires et les lieux de travail gagnent en densité. Beaucoup prennent conscience que les menaces contemporaines ne se présentent pas toujours sous forme de violences visibles, mais par des manœuvres discrètes visant à orienter des décisions collectives. Cette compréhension nourrit une participation accrue aux espaces de discussion et une attention plus critique aux récits qui circulent. Chez les jeunes, souvent confrontés à des perspectives économiques incertaines, l'affaire agit comme un révélateur civique. Elle met en lumière le lien entre stabilité institutionnelle et opportunités individuelles. Certains s'engagent dans des initiatives associatives, d'autres investissent des projets locaux ou des programmes de formation, convaincus que la vigilance collective conditionne aussi leurs chances futures. L'engagement ne relève pas d'un élan ponctuel, mais d'une volonté de peser sur des choix qui dépassent leur trajectoire immédiate. Dans les zones rurales, la lecture est plus pragmatique. La stabilité politique est perçue comme une condition directe de la continuité des activités agricoles, des coopératives et des solidarités locales. L'ingérence des jouets rappelle que des décisions prises loin des champs et des villages peuvent avoir des répercussions concrètes sur les récoltes, les échanges et les équilibres communautaires. Cette prise de conscience renforce un soutien discret mais durable aux mécanismes de vigilance. Ces trois regards dessinent une même conclusion. La souveraineté cesse d'être une abstraction. Elle devient une réalité quotidienne, façonnée par l'attention portée aux signaux faibles et par l'implication de chacun dans la compréhension des enjeux communs. Pour transformer l'élan né de l'opération déjouée en capacité durable, une feuille de route se dessine autour de mesures concrètes, mesurables et coordonnées. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'objectif n'est pas de répondre à une crise ponctuelle, mais d'installer des garde-fous capables de prévenir les tentatives futures d'ingérence. D'abord, il s'agit de reprendre la main sur les flux. Les autorités économiques renforcent les audits des structures servant d'écran financier, notamment dans les secteurs humanitaires et extractifs. Des vérifications périodiques deviennent systématiques, et tout transfert dépassant un seuil défini déclenche une analyse approfondie. L'efficacité de cette mesure se mesure par le nombre de flux anormaux détectés, bloqués ou requalifiés. Ensuite, la vigilance interne doit être consolidée. Les forces de sécurité mettent en place un protocole d'alerte gradué destiné à identifier rapidement les approches suspectes. Les unités reçoivent une formation spécifique sur la gestion des contacts extérieurs et la remontée d'informations sensibles. Le critère d'évaluation repose sur la rapidité des signalements et leur précision opérationnelle. En parallèle, l'ancrage citoyen devient un levier décisif. Les collectivités locales et les établissements éducatifs développent des modules consacrés aux menaces hybrides et à la désinformation. L'enjeu est de diffuser des réflexes de vigilance sans créer de climat de suspicion généralisé. Le succès se lie dans la participation aux ateliers et dans l'émergence d'initiatives locales autonomes. Enfin, la coordination régionale complète l'ensemble. Avec ses partenaires sahéliens, le Burkina Faso renforce des mécanismes communs de veille sécuritaire et économique. Le partage de signaux faibles et de données critiques vise à anticiper plutôt qu'à réagir. Cette feuille de route traduit une idée simple. La souveraineté se protège par des procédures, des indicateurs et une discipline collective, plus que par des déclarations. Lorsque le pays commence à reprendre son souffle, le regard revient naturellement vers ceux qui ont tenu la ligne la plus discrète. Ces soldats qui ont accepté de jouer un rôle ingrat, feindre l'hésitation et transformer une tentative de manipulation en source de vérité. Leur patience n'a rien d'héroïque au sens classique, mais elle incarne une forme de courage silencieux, celui qui protège sans s'exposer. À travers leur action, beaucoup reconnaissent désormais que la vigilance quotidienne peut neutraliser des stratégies conçues dans l'ombre. La posture d'Ibrahim Traoré s'inscrit dans ce même registre. Ferme sans être démonstrative, elle offre
un cadre plutôt qu'un spectacle. Elle rappelle que la cohésion ne se décrète pas, mais se construit par une articulation constante entre institutions, forces de sécurité et société civile. Cette cohérence devient un repère, surtout dans un environnement où l'incertitude est devenue la norme. Le récit des derniers mois se transforme alors en mémoire partagée. Il relie des gestes ordinaires à des enjeux collectifs majeurs, montrant que la souveraineté ne repose pas uniquement sur des décisions spectaculaires, mais sur une attention continue portée aux signaux faibles. Une idée s'impose, simple et durable. La vigilance partagée peut encore infléchir un destin. À ce stade, l'affaire ne se referme pas comme un dossier classé. Elle laisse derrière elle une invitation implicite. Continuer à interroger ce qui paraît discret, banal ou technique. Les événements récents montrent que la souveraineté ne se protège pas uniquement par des décisions venues d'en haut, mais par une attention collective portée au récit, aux flux et aux signaux qui circulent au quotidien. La stabilité acquise n'est jamais définitive. Elle dépend de la capacité des citoyens, des médias, des chercheurs et des institutions à maintenir un dialogue exigeant, fondé sur les faits plutôt que sur les réflexes. C'est dans cet espace que se construit une compréhension partagée, capable de réduire l'impact des influences qui prospèrent sur l'opacité et la division. Si cette analyse vous interpelle, la suite ne consiste pas à conclure, mais à discuter. Quelles formes de vigilance semblent aujourd'hui les plus pertinentes? Quels signaux méritent davantage d'attention? Et comment transformer l'information en un outil de cohésion plutôt qu'en source de fracture?